Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui vous allez savoir votre écran idéal. Et nous revoilà, donc dans cette vidéo on va voir plusieurs termes techniques qui vont être expliqués juste après, mais la vidéo est divisée en deux parties. Une partie où je vais vous donner toutes les explications des critères à prendre en compte pour choisir son écran, et une deuxième partie où je vais vous expliquer votre écran, il vous faut quoi en fonction de votre utilisation. Donc on va voir ça dans la deuxième partie. Donc tout d'abord, je vais montrer tous les termes et tous les critères qu'il vous faut impérativement pour choisir votre écran. Donc on a le taux de rafraîchissement qui est exprimé en Hertz, on a le temps de réponse qui est affiché en millisecondes, ensuite on a la dalle, le format de l'écran qui est exprimé en X neuvième, donc soit du 16 neuvième, du 20 neuvième ou du 32 neuvième. Et on a la résolution qui est en 1080p, 1440p et 2160p. Donc ici vous avez un petit tableau qui résume tout ce que je viens de dire avec les termes courants qu'on peut retrouver. Et donc oui, ça fait vraiment beaucoup d'informations d'un coup, je vous l'accorde. Donc c'est pour ça que je vais tout vous débunker. On va commencer par le taux de rafraîchissement qui se remet en Hertz. Donc le taux de rafraîchissement c'est quoi? C'est combien d'images par seconde votre écran pourra afficher. Un écran 1 Hz peut afficher une seule image en une seconde, alors qu'un écran 100 Hz peut afficher 100 images en une seule seconde. Donc doutez bien que l'écran 100 Hz sera bien plus fluide que l'écran 1 Hz. Donc c'est pour ça que en théorie, votre écran plus il a de Hz, plus il sera fluide et plus vous ressentirez le Hz de votre écran. Et bien en fait pas forcément. La vérité n'est pas réellement là, car un écran 144 Hz et un écran 244 Hz qui sont identiques, donc il y a la même dalle, etc., et que vous jouez sur les deux, vous n'allez pas réellement sentir la différence. Ou alors vous allez sentir une toute petite différence, voire même pas du tout. Alors qu'un écran 165 Hz, vous le sentirez beaucoup plus, la différence entre le 60 Hz et le 165 Hz. Alors que du passé du 165 Hz au 240 Hz, vous n'allez pas réellement sentir de votre utilisation comment. Donc ce qui est accordé au taux de rafraîchissement, on a le temps de réponse. Donc le temps de réponse c'est quoi? Le temps de réponse c'est l'image qui est demandée par votre écran et cette même image qui est réellement affichée sur votre écran. Donc doutez bien qu'en 60 millisecondes, ça sera bien plus lent qu'en 50 millisecondes. Donc voilà à quoi correspond le temps de réponse. Donc généralement ce que les gamers et les pros recherchent c'est dans les alentours des 5 millisecondes que votre écran demande l'information et que votre écran le reçoive. Pour histoire que vous soyez le plus fluide possible dans votre jeu et que vous voyez les informations le plus rapidement possible. Donc maintenant parlons dalle. Donc ce sujet de la dalle c'est vraiment très complexe et il y a beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça qu'il y aura très souvent ici ou même ici une petite fiche technique à résumer de ce que je viens de dire. La dalle c'est finalement l'image qui va être affichée à votre écran. La dalle est composée en deux familles. On a la dalle LCD et on a les dalles OLED. Dans un premier temps, je vous parlais des dalles LCD. Donc les dalles LCD, on retrouve la dalle VA, la dalle TN et la dalle IPS. Donc on a ces trois dalles-là dans la famille des LCD. Donc on va commencer par la dalle IPS. Donc la dalle IPS contient une précision de rendu et couleur qui est réelle. Donc un angle de vision à plusieurs points différents qui est assez élevé. Une très grande palette de couleurs. Par exemple sur un jeu qui est assez AAA ou sur un montage vidéo. La dalle IPS est plutôt pas mal car vous aurez beaucoup de couleurs et qui seront assez réalistes. Puis on a un temps de réponse sur une dalle IPS entre 5 et 10 millisecondes. Mais malheureusement, la dalle IPS contient aussi 3 points majeurs négatifs. Donc un taux de contraste qui est assez limité, un taux de rafraîchissement qui est tout aussi assez limité, c'est un petit peu dommage, et des fuites de lumière. Donc les fuites de lumière, vous avez une image en grand juste ici, vous voyez c'est très dérangeant, on peut ressentir surtout sur des dalles IPS quand on est en jeu ou même quand on navigue sur notre ordinateur. Donc la dalle TN, qui est une dalle assez spéciale, je vais vous dire ça juste après. Donc la dalle TN contient quoi? Contient un haut taux de rafraîchissement, un haut taux de réponse qui est entre 1 ms et 5 ms, des nuances de noir qui est assez prononcé, mais malheureusement il y a aussi beaucoup de points négatifs qui sont dérangeants pour la plupart des personnes. Donc on a une palette de couleurs qui n'est pas varié, qui est donc très faible. On a un angle de vision qui est vraiment pas optimal en fonction de certains points. On a un rapport de contraste qui est vraiment pas du tout optimal, qui est même d'ailleurs assez nul. Mais du coup, les deux gros avantages de la dalle TN, c'est qu'un très haut taux de rafraîchissement et un haut temps de réponse. Donc ça, ces deux éléments-là sont vraiment très bien pour tout ce qui est joueur compétitif dans des jeux qui sont plus axés FPS. Donc c'est pour ça que la dalle TN est souvent recommandée et souvent d'ailleurs même utilisée par tous les joueurs e-sport des FPS comme Valorant, CSGO, Fortnite, etc. Et donc on a la dalle VA. Donc la dalle VA a aussi beaucoup de points positifs mais a quelques points négatifs. Donc au niveau des points positifs, on a un haut contraste donc qui est pas mal. On a une couleur qui est
qui est vraiment très belle, des couleurs qui sont assez vives. On a un angle de vision très large en fonction de chaque point qu'on peut prendre. Et on a aussi des technologies qui sont mises en place, donc le FreeSync de chez AMD et le G-Sync de chez Nvidia. Donc c'est des technologies qui sont mises en place pour éviter des déchirures d'écran, etc. Mais tout de même, il y a des points négatifs qui sont le temps de réponse qui est entre 10 et 20 ms sur des dalles VA les plus répandues, mais c'est pas une généralité car il y a aussi des dalles VA qui sont un peu inférieures à 10 millisecondes, voire sur des 10 millisecondes. On a des couleurs qui sont baies, comme je vous l'ai dit, mais qui ne sont pas forcément assez fidèles à ce qu'on pourrait retrouver en réalité. Alors que par exemple, c'est plus sur une dalle IPS où on a la meilleure fidélité des couleurs. Donc on a aussi un très gros point négatif sur la dalle VA, c'est le ghosting. Donc je vous affiche un petit test juste ici. Et donc le ghosting, c'est en fait votre image va se déplacer. En fait, vous allez voir son flux de déplacement. Donc ça, pour des joueurs qui sont assez compétitifs ou même pour des personnes qui sont très pointilleux sur leurs écrans, c'est vraiment un point qui va être extrêmement dérangeant. C'est pour ça le ghosting, c'est vraiment un point à prendre en compte quand on choisit un écran avec des dalles VA par exemple. Donc c'est pour ça que quand par exemple vous choisissez un écran VA, il faut que vous regardez votre écran sur YouTube, les tests de ghosting, etc. Je vous assure, c'est vraiment important. Donc finalement, la dalle VA, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de la dalle TN et IPS. Il y a toutes leurs qualités, mais il y a aussi quelques défauts qui se rejoignent. Et on a aussi des défauts en plus, comme le ghosting ou comme le temps de réponse. Et donc la dalle VA, c'est finalement le meilleur rapport qualité-prix dans toutes les familles de dalles différentes. Si vous allez voir le LED, il y a quelques points négatifs qui ne sont pas des moindres. C'est pour ça qu'une dalle VA, c'est généralement la base qu'on trouve le plus sur le plus de setup. Et donc on va finir l'explication des dalles par la famille de l'OLED. Et donc l'OLED, c'est finalement ce qui se fait de mieux en termes de dalles sur le marché. Mais du coup, le LED, finalement, c'est bien mieux que le LCD et c'est la dalle qui se fait de mieux sur toutes les dalles qui existent pour les écrans de PC par exemple, car chaque pixel se gère indépendamment et s'éteigne ou s'allume en fonction de si on a du noir ou pas. Et donc, le LED, vu que c'est ce qui se fait de mieux sur le marché, et ben il y a beaucoup de points positifs et il y a aussi de gros points négatifs qui sont importants et qui ne plairont pas à tout le monde, ça je vous l'accorde. Donc tout d'abord avec le LED on a un très haut taux de contraste et un temps de réponse qui est aussi très élevé entre 0,1 ms voire même un peu plus. On a un très grand angle de vision, on a des couleurs naturelles très réalistes qui sont fidèles et on a aussi une très grande palette de couleurs. Mais maintenant, passons au point négatif. On a du burn-in, autrement dit des brûlures de pixels. Donc, c'est les pixels qui crament. Et donc, du coup, le burn-in, c'est pas réellement des pixels qui prennent feu, comme on pourrait l'entendre parler. Imaginons que vous jouez à un jeu vidéo et que votre jeu vidéo là, vous laissez tourner en fond et que vous y jouez vraiment tout le temps. Et qu'il a son logo, par exemple, ou un item ou je ne sais quoi, qui reste toujours au même endroit, qui ne bouge pas. Et ben, simplement, votre image sera restée figée. Quand vous allez sur une page blanche par exemple, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a cette image là de marqué. Les écrans LED ont un temps d'heure avant que les pixels commencent à cramer, mais sur certaines dalles qui sont de mauvaise qualité, le temps d'heure n'est pas respecté. Et aussi un gros point négatif sur le LED, c'est malheureusement son prix. Le LED est vraiment très onéreux. Il le justifie car c'est une nouvelle technologie qui doit sûrement être coûteuse, mais pas autant pour qu'on se tape des écrans 21e 45 pouces tout de même à 1300 €, voire 1500. Votre écran coûte le prix de votre PC, voire plus cher pour certains. On en est où de le LED? Pourquoi si cher? Ok, c'est très certainement cher à produire, etc. Et pourquoi 1300 € ou 1500 € pour un écran basique? Mais je vous rassure, il y a quand même des écrans 16e ou même en 21e qui sont pas aussi onéreux, mais qui restent toujours assez très chers comparé à une dalle VR. Le LED est vraiment très cher. Mais il y a comme des écrans qui sont un peu moins chers, entre 600 et 800 € pour les moins chers, pour les plus entrée de gamme, en 27 pouces par exemple. Je crois qu'ils font de très bons écrans pour pas cher ou même LG. Donc ensuite passons à un sujet qui est beaucoup moins fâcheux, c'est le format des écrans. Donc comme je vous l'ai dit, le format c'est exprimé en X 9e, donc en 16 neuvième, 21e et 32 neuvième. Le plus répandu c'est le 16 neuvième, car c'est l'écran standard. Donc, on peut tout aussi appeler le 16 neuvième un écran normal, on n'a pas vraiment de terme technique. Le 21e, on appelle ça de l'ultra wide et le 39e, on appelle ça du super wide. Donc en fait, le 21e, ça sera, imaginons, un écran 16 neuvième mais en 32 pouces et un écran 21e en 32 pouces toujours. Vous pouvez remarquer juste ici une illustration, c'est que
Le 16/9 est beaucoup moins large, alors que le 21/9 est bien plus large, car c'est l'ultra wide, on étend l'écran. Et du coup, le 32/9, c'est généralement une hauteur de pouce qui est de 49 pouces. Et donc là, c'est vraiment très grand. Finalement, le 32/9, c'est deux écrans 16/9 collés. Et donc, aussi un sujet qu'il faut qu'on aborde dans cette vidéo, c'est l'incurvation, ou le non-incurvation, un écran plat ou un écran incurvé. Donc tout d'abord, un écran incurvé, il n'y a pas qu'une courbure. Il y en a 4 ou 5 de mémoire. Toujours une illustration à l'écran, on a le 1800R, le 1500R, le 1000R et le 800R. Le 800R qui a été apporté grâce à l'OLED, car on a pu vraiment courber le plus possible notre écran. Vous vous doutez bien qu'un écran incurvé en 39e qui est sur du 800R ou du 1000R, vous doutez bien que c'est vraiment très inquiétant, c'est vraiment très immersif. Vous allez voir, pour une certaine utilisation, c'est vraiment très correct. Et donc, aussi un critère qui n'était pas cité au début, donc la résolution. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on a le 1080p, le 1440p et le 2060p. Et donc toutes ces résolutions-là, elles sont plus ou moins énergivores et plus ou moins précises. Le 1080p c'est le plus basique et le 2160p c'est le plus énergivore, car c'est vraiment une très bonne qualité. Sur 1 cm², on aura beaucoup plus de pixels en 2160p qu'en 1080p. Plus on monte en résolution, plus on aura une image nette et précise et qui sera la plus belle possible. Et donc pour la résolution, aussi un truc il faut absolument que j'aborde, c'est votre PC. Donc votre écran va demander bien plus de performance à votre graphique que si c'est un écran en 2060p ou un écran en 1080p. Car il y a bien plus de choses à afficher et bien plus de pixels en même endroit, du coup ça va demander bien plus de performance. Si vous avez un écran 2160p sur du 39e par exemple, et bien là vous vous rendrez compte que votre graphique, votre petite 2060 ou votre 3060 sera en sueur complète. Car le 39e, le 29e et le 1440p et le 2160p demande bien plus d'énergie que du 16/9 en 1080p. Donc finalement la base. Donc choisissez votre écran, c'est impératif. Choisissez la résolution et le format de votre écran en fonction de votre carte graphique. Ça, c'est vraiment super important. Et donc on se retrouve maintenant dans la partie 2 de la vidéo. Dans cette deuxième partie, je vais vous montrer et vous donner des conseils par rapport à quel écran il vous faut pour votre setup en fonction de votre utilisation. Donc d'abord, on a plusieurs catégories. On a la catégorie des gamers, on a la catégorie des professionnels, on a la catégorie des simulateurs. Je ne suis pas dans la catégorie des gamers parce que les gamers et ceux qui font la simulation, c'est vraiment pas du tout la même utilisation. Et on a aussi la dernière catégorie qui va être en bas parce que voilà, c'est la catégorie des gens qui font de la bureautique. On va commencer par les gens de la bureautique, par le plus simple. Donc toutes les personnes qui font la bureautique, généralement il leur faut pas plus que 1 ou 2 écrans en 27 pouces en 16/9. Donc ça va être souvent des écrans en DLVA. On n'a pas besoin d'un très gros taux de rafraîchissement et d'un très bas temps de réponse pour faire de la bureautique, pour afficher Excel, Word, etc. Et de la calculatrice, on n'a pas besoin de 165 Hz. 60 Hz ou 75 Hz, ça suffit amplement. Ensuite, on va passer du côté des personnes qui font la simulation. Tout d'abord, il faut que vous preniez en compte que vous êtes sur quelle plateforme. Vous jouez déjà à quel jeu? À Flight Simulator, à par exemple des jeux de camions comme Euro Truck, des jeux de voiture comme F1 2024 par exemple. Ensuite, est-ce que vous jouez sur votre bureau? Est-ce que vous jouez sur un simulateur, donc une case qui est déjà préfaite? Et donc tout ça, ça va faire que si vous êtes sur une armature séparée de votre setup habituel, je vous recommanderais plus pour toute la simulation du 32/9, car c'est très grand pour la simulation, vous êtes bien immersif. Un 39e qui a un faible temps de réponse et un gros taux de rafraîchissement. J'entends par là entre du 120 Hz et du 165 Hz. Prenez généralement dans cette gamme là, car au-dessus vous n'allez vraiment pas voir la différence et dans votre jeu ça ne va même pas vous impacter. Et tout aussi, choisissez la résolution de votre écran. Prenez du 1440p parce que c'est généralement l'entre-deux. C'est le moins énergivore avec la meilleure qualité possible. Et puis pour les personnes qui font la simulation sur le bureau, je recommande du 21e ou du 39e. 21e pour les gens qui ont un petit bureau et qui ont généralement un budget qui est moindre, car le 21e est déjà immersif. Par exemple du 45 pouces, du 40 pouces, du 34 pouces, c'est déjà très grand et c'est assez immersif pour quelques petits jeux de simulation. Mais si vous êtes vraiment exigeant, que vous voulez voir tout votre jeu de simulation en grand, je vous conseille vraiment du 32/9 en DLVA ou en OLED, car c'est ce qui rapproche le plus, soit du moins cher VA, soit le plus cher le LED, mais vous aurez tout au maximum.
Et donc ensuite, on va passer aux professionnels. Donc les professionnels, il y a tout d'abord ceux qui traitent la photo. Pour la photo, je vous recommande vivement un écran en 16 neuvième, mais qui est assez grand, donc genre du 30 pouces tout de même, mais en dalle IPS. Car l'IPS, comme je vous l'ai dit, quasiment toutes les qualités sont faites pour la photo. Car on n'a pas besoin d'un très gros taux de rafraîchissement, car on ne fait pas du compétitif. Et donc pour les monteurs vidéo, je vous recommande un écran en 21e ou en 32 neuvième pour ceux qui ont le plus de budget et qui sont le plus professionnels possible. Mais pour des monteurs vidéo ce n'est pas leur métier, c'est juste de la passion, et moi je vous recommande du 21e car c'est le plus polyvalent pour votre utilisation. Je vous recommande du 34 pouces à du 40 pouces, suffisant pour votre utilisation, et je vous recommande tout ça en dalle VA et OLED, car l'OLED ça reprend tout pour juste la qualité vidéo, et pour voir le rendu c'est génial. Pour la dalle VA c'est gros contraste noir profond, donc ça c'est la dalle VA et la dalle OLED, c'est les deux principales dalles il faut absolument que vous ayez si vous comptez faire du montage vidéo, et bien évidemment du multitâche, etc. Je vous recommande faible temps de réponse, mais pas forcément un haut taux de rafraîchissement au-delà de 120 Hz, ce n'est pas forcément très utile pour votre utilisation. Et puis pour tous ceux qui font de la 3D, etc., donc du Blender ou tout autre logiciel, et bah je vous recommande du 16 neuvième, mais par exemple du 16 neuvième en 32 pouces, que ce soit vraiment très grand, que vous voyez tout votre sujet à traiter et puis tous vos paramètres sur le côté. Un temps de réponse qui est assez bas, entre du 10 et du 0 millisecondes. Tout ça en dalle VA ou en dalle OLED. Je vous recommanderais plus du dalle VA, parce qu'une dalle OLED pour la 3D, c'est pas forcément très utile. Mais si vous voulez être un peu plus polyvalent et faire un petit peu de jeu ou regarder quelques films, c'est plutôt pas mal. Et en termes de résolution, 1080p pour la 3D, etc., ça peut amplement suffire. Mais si vous voulez être un peu plus polyvalent et faire par exemple du film ou quoi, 1440p, je pense que c'est tout de même le meilleur compromis. Et donc la plus grosse catégorie, la catégorie qui concerne plus cette chaîne YouTube là, c'est les gamers. Donc nous pour les gamers soft qui veulent faire un petit peu de tout comme jeu, dalle VA, dalle OLED, le bon compromis c'est les deux dalles qu'il vous faut, entre du 120 Hz et du 165 Hz, temps de réponse le plus bas possible, et tout ça en 1440p, parce qu'en fait en 4K ça vous donne beaucoup trop de performance, et c'est généralement que les configs des personnes peuvent faire en 1440p. Mais si votre config ne permet pas de 1440p, réduisez-vous à du 1080p si vous n'avez pas les moyens de refaire votre PC, ce qui est d'ailleurs tout à fait compréhensible. Mais donc pour les gamers hard entre guillemets, qui sont plus axés e-sport et qui jouent beaucoup à des FPS, je vous recommanderais une dalle TN, car taux de rafraîchissement très élevé, temps de réponse aussi très bas, entre 1 et 5 ms, et une nuance de noir qui est assez profonde. Donc pour du e-sport, pour du FPS hard, que vous adorez le FPS et que vous en mangez tous les jours, vous n'avez pas besoin d'une grande palette de couleurs, parce que pas vraiment important, pas un grand angle de vision car c'est que pour vous, et un rapport de contraste pas vraiment utile car on est vraiment du FPS, de la performance pure et dure. Et donc comme je vous le disais, pour des gamers qui sont assez hard finalement, donc je vous conseille vraiment du Dalten, une dalle OLED si vous avez un peu plus de budget, mais Dalten c'est vraiment le plus polyvalent et c'est surtout le moins cher. C'est le moins cher de toutes les dalles LCD. Il y aura plein de rêves d'écran en description, et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un pouce bleu, de mettre des commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé la vidéo, et de regarder nos anciennes vidéos, et tout aussi de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, c'était Brasek.